Swag. Podcast là sur le retour pour... On va s'intéresser... T'as essayé de me faire peur encore. Mais même pas, à chaque fois c'est le... Bref, l'émotion... That's how it goes. Exactement. Donc là, on s'intéresse aux suspensions qui viennent de tomber de la part de la commission athlétique du Nevada sur Khabib et sur Conor, et puis tous les participants de l'UFC 229. Et on avait reçu une question. Vous savez qu'on aime bien vous répondre dans le podcast La Sueur à chaque fois. Donc là, on avait reçu la question de Loïc Roventino qui nous avait dit « Et l'équipe, vous en pensez quoi des sanctions envers Khabib et Conor ? Ça pénalise la division lightweight, c'est même plus du MMA, c'est du cinéma. Au passage, continuez votre superbe travail et j'attends la vidéo spéciale sur Tony Ferguson. Oh, one day, elle arrivera, promis. En tout cas, merci Loïc pour ça. Et donc finalement, la grosse question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Khabib s'est fait douiller ? Khabib qui a pris, je le rappelle, 500 000 $ d'amende et 9 mois de suspension ça peut bien évidemment être réduit à 6 mois et dans tous les cas les 500 000 restent là. Ouais, enfin visiblement mais oui. On a déjà eu des cas où on en parlera tout à l'heure. Exactement, il y a déjà eu des cas où on en parlera tout à l'heure. Ça peut être réduit, mais Khabib a dit que lui ne ferait aucun deal avec la commission athlétique du Nevada puisque ses camarades qui eux sont rentrés dans la cage ont eu à chaque fois 25 000 $ et 1 an de suspension. Et donc, par solidarité, il ne combattra pas avant la fin de la suspension, donc octobre 2019, et a dit par son manager Ali Abdelaziz, qu'il ne combattrait plus jamais dans l'état du Nevada. Rust, la parole est à vous, s'est-il fait douiller ? Eh ben, est-ce qu'il s'est fait douiller ? Je pense pas, dans le sens où, ça fait mal, 500 000 $, ça fait mal au cul, c'est un quart de son payday, en bonus pay-per-view, puisque c'était 2 millions. Voilà, donc c'est assez énorme, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. D'un autre côté... C'est plus que ce qu'a pris Brock Lesnar, et oui, d'ailleurs, c'est pas une des plus grosses amendes jamais infligées. Bah si, parce que justement, Nick Diaz, lui, il avait à la base pris plusieurs centaines de milliers de $, je sais plus combien exactement, pour son truc de marijuana. Ouais. Conor et Nate Diaz, quand ils avaient lancé les bouteilles à la conférence de presse, avaient pris initialement, pour Conor, c'était 150 000. Exactement. Et 50 heures. Et 50 heures de travaux forcés. Travaux forcés. De travaux... de merde. D'intérêt général. D'intérêt généraux. Putain, un retour au bagne. Donc, alors, ce sont des sanctions qui peuvent être réduites, mais effectivement... Putain, j'en perds totalement, je sais plus du tout où j'en étais. Bref, mission d'intérêt général. Oui. Ensuite, et pour Nate Diaz, c'était aussi une somme équivalente. Finalement, c'était 50 000 et 50 heures. Voilà, de travaux forcés. D'infos d'intérêt général. Et alors, en fait, du coup, là où on veut en venir avec tout ça, c'est que Conor qui avait dit, donc on lui a annoncé la sanction. Oh, le tocard. On lui a annoncé la sanction et à l'époque, Conor avait dit, bon, bah très bien, ce que je vais... Ça va aller. Ah mais c'est les travaux forcés, putain. Je m'imagine le mec avec son boulet. Lucky Luke. Dana White avec le fouet. Bon allez, alors... Et du coup, il avait pris ça à la base, 150 000. Ouais. Et quand Conor avait dit, ok, mais dans ce cas-là, je combattrai plus jamais chez vous et vous pouvez dire adieu au bif. Exactement. Le mec, il a fait, non mais attends, en le tirant par la manche, non mais reviens, attends. Voilà. Et en fait, ils avaient réduit sa sanction de par 10, je crois. Ils avaient mis un truc, non, c'était donc, ils étaient passés de 150 000 à 25 000 $. Voilà. Donc c'était vraiment... Et 25 heures. Et 25 heures, donc sachant ce que va le 25 000 $ pour Conor, bon bah c'était petite crotte de nez dans l'océan. Exactement. Mais là, tout ça pour dire que ça peut être réduit si jamais l'UFC fait pression d'une certaine manière. Après là, il y a très peu de chance quand même. Il y a très peu de chance, mais c'est vraiment possible parce que alors, il faut qu'on éclaircisse aussi un point et pour pas qu'on s'éparpille. C'est le fait que là, c'est la commission athlétique du Nevada qui donne les sanctions. Exactement. Ça n'est pas, c'est pas soumis à la loi. Contrairement à ce que Conor avait fait quand il avait lancé le chariot, parce que là. C'est ce que beaucoup ont dit dans les commentaires, c'est effectivement Conor, lui, il a eu en soi la garde à vue, l'espèce de procès qu'il y a eu, et finalement, il s'est pris une petite amende, et puis pareil, différentes missions, finalement, d'intérêt général aussi. Mais c'est ce que tu disais, c'est aussi que du coup, voilà, à l'époque, des faits, c'était donc à New York, et c'était sous le coup de la loi que ça a été jugé. Et comme personne n'avait porté plainte, en fait, il n'a pas été jugé... Et ça n'a pas été aussi énorme au niveau de la sanction. C'était la cour new-yorkaise, exactement. Voilà. Et c'était fait, en dehors, comme tu le disais. Finalement, quel échange. Bref,
on parlait surtout pour Conor du fait que c'était hors événement. Ouais. Et c'est ce qui était très important parce que toutes les personnes qui auraient pu porter plainte contre McGregor, donc qui sont les combattants ou les employés de l'UFC qui ont été bien évidemment blessés lors de l'attaque, n'ont pas porté plainte, hein, vous comprenez pourquoi. Donc finalement, c'était uniquement la cour new-yorkaise qui, c'était la cour contre Conor McGregor. Alors que là, c'est la commission athlétique du Nevada qui s'occupe de l'organisation de tous les événements sportifs dans le Nevada, qui a dit, écoutez les mecs, plus gros pay-per-view de l'histoire du MMA, 3e plus gros pay-per-view de l'histoire du sport, du sport global, on va peut-être marquer le coup, c'est ça aussi. On va marquer le coup, et quand eux veulent marquer le coup, la commission athlétique du Nevada, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait. C'est la grande différence, c'est que il n'y a pas d'histoire de on sait que pour ce cas-là, on a cette grille-là qu'on peut appliquer qui donnera ce tarif de punition. Eux, ils font ce qu'ils veulent. C'est ce qui s'était passé avec Nick Diaz lors du combat contre Anderson Silva quand il avait popé pour marijuana en plus. Donc vraiment, qui n'est pas. Mais c'est un récidiviste. C'est un récidiviste. Et en gros, la commission du Nevada. Et ça se voit dans l'audience. Vraiment, ils sont contents d'être un peu à la télé. Il y a un côté étrange et un peu malsain. Et quand ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils avaient mis $150,000 d'amende à Nick Diaz et 5 années de punition. Et en fait, comme il y a eu un énorme tollé, un soulèvement populaire contre ça, parce que c'était vraiment du n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est les gens, c'est un tribunal fantoche. C'est donc, ils font ce qu'ils veulent, ils donnent les sanctions qu'ils veulent. Et c'est un peu le cas, voilà, c'est ce qui se passe ici avec Khabib, pour en revenir à ce dossier, monsieur le juge, c'est que, voilà, ils peuvent donner ce qu'ils veulent, donc ils ont décidé d'être exemplaires, et ils ont décidé vraiment, comme on veut, $500,000. Donc voilà, pour tous ceux qui font une comparaison entre mais Conor, il a pété des vitres, il a blessé des gens, il a lancé un truc, c'est vrai que c'est tout aussi répréhensible sur le plan moral, ça, on est absolument d'accord. Seulement, comme c'est pas jugé par les mêmes instances et de la même manière, voilà, c'est normal dans ce cas-là que la punition soit différente. Maintenant qu'on a donc posé les bases et les balises, on peut en revenir effectivement à est-ce que c'est abusé $500,000 ? Eh ben, on était assez d'accord finalement que pas nécessairement. Exactement. En fait. Parce qu'il faut bien penser que c'est le plus grand événement de l'histoire du MMA. Il y a plein de gens qui ont découvert le MMA grâce à ça. Peut-être que vous avez également découvert le MMA grâce à ça. Peut-être que vous avez parlé de ce combat-là à vos potes. Vous avez même vu sur France Inter, Radio France, tous les trucs en parlaient. Donc à un moment donné, il fallait aussi marquer le coup parce que c'est vrai que tu avais ce côté aussi, si ça se passait bien, même pour Khabib, il aurait cassé un petit peu cette image du combattant qui a rien dans la tête et qui est hyper violent. Si à la fin il avait, imaginons, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ça, c'est Conor insulte Khabib est dans le respect, tout ça. Le mec qui regarde sa télé et qui juste après le combat voit Khabib passer par-dessus la cage, il l'a jamais vu avant et il le voit en baston général, il fait Bon, le respect, tu peux rayer de la liste. Exact. Et puis tous les combattants, ce sont des sauvages, ceci, cela. Donc c'est vrai que d'un côté, ça peut parfaitement se comprendre. Ça peut se comprendre, et c'est vrai que du coup, de cet angle de vue et de cette matrice, pour un peu décrypter l'événement, là, le Nevada, forcément, eux, ce qu'ils veulent projeter comme image, c'est pas tu peux faire ce que tu veux. Déjà, les mecs sont des coqs qui se battent entre quatre grilles, et en plus, s'ils font des trucs qui sont complètement répréhensibles, comme des bagarres générales et tout, même avec les gens du public, donc en plus tu mets tout dans le même panier, les gens du public et les combattants sont des sauvages, machin. Si tu fais un truc en mode $25,000 d'amende et puis 3 mois de suspension, ce que retiendront, et ça fera les gros titres, en mode les mecs se la mettent, donc New York Times, imaginez, ou l'équivalent pour le Nevada. Il saute dans la foule, provoque une bagarre générale, donne le mauvais exemple, etc. 3 mois de suspension, $25,000, n'est-ce pas ridicule? Ils veulent à tout prix éviter ça comme publicité, donc ce qu'ils font dans ces cas-là, c'est qu'ils mettent le paquet. Exactement. Ils veulent pas non plus que les combattants s'en servent pour se hyper, parce que ça, je pense aussi que ça joue beaucoup dans le sens où, évidemment que grâce à ça, c'est un peu triste, mais comme ce qui s'était passé quand Conor avait pété un câble, ça va faire vendre beaucoup plus pour la revanche. Et du coup, s'ils avaient pas eu cette énorme punition pour Khabib, ils se seraient peut-être dit, ok, la prochaine fois qu'il y a un combat, imaginons Covington contre Demian Maia 2, un combat qui sert quasiment à rien, pour éviter que t'aies des gars comme Colby qui se disent, je vais passer par-dessus la cage, foutre le bordel, et on va juste me mettre une tape sur les doigts, allez, maintenant, tout le monde se prend 1 an, 9 mois et des putains d'amendes, comme ça on est sûr qu'aucun gars ne va être tenté. Parce que même pour Khabib, comme tu l'as dit, un quart de son payday, ça fait quand même mal au cul. Ça fait sacrément mal, quoi. Donc voilà, pour nous, ça avait du sens de mettre aussi cher, parce que voilà, il faut marquer le coup, il faut faire exemple, et
Donc voilà, c'était pas les $500 000 et les 9 mois rétroactifs, d'autant plus, n'étaient pas forcément complètement et totalement abusés. Bon, Conor... Dana White a dit que c'était un peu dur. Oui, voilà, il faut qu'il soutienne ses combattants. En plus, il a quand même dans l'idée de faire revenir Khabib, donc faut le brosser un peu dans le sens du poil aussi. Il ne reste qu'un seul combat dans son contrat. Ah, c'est pas une petite info, ça. Et oui. Donc Dana White a tout intérêt à être plutôt du côté de la grille de Khabib. Et donc voilà pour Khabib. Donc est-ce que la sanction était complètement délirante et abusée ? Pas nécessairement, à notre avis en tout cas. Ouais. Donc voilà, et Conor a également lui une... C'est ça, parce que aussi, oui, il y avait... Peut-être aussi ce qui a choqué les gens, c'est celle de Khabib, voilà, c'est le différentiel entre Khabib qui se prend 500 000, 9 mois, Conor, 50 000, 6 mois. Ouais. La différence, pour moi, c'est que Conor n'est pas à l'initiative. Après, vous pouvez dire, il a l'initiative parce qu'à New York, c'est lui qui a lancé le dolly, mais c'est deux affaires complètement différentes. Khabib, pour ce qui s'est passé à l'UFC 229 pendant la diffusion en direct de l'événement, quand tout le monde avait acheté son pay-per-view, c'est Khabib qui était à l'initiative et donc du grand public qui est finalement à l'initiative, parce que ce qui s'est passé pour Conor, l'UFC a ensuite surfé là-dessus, mais pour le grand public, les gens n'ont pas vu, les gens étaient au courant de l'histoire grâce à l'UFC, grâce à la promo, mais c'est pas quelque chose qui était... Si les gens sont des casus complètement, ils peuvent passer outre ça. Il y a cette histoire, mais c'est un peu en mode il s'est passé ça avant. Bref, tout ça pour dire que pour Conor, pour moi, c'est comme il n'est pas à l'initiative de ce truc, et puis que mine de rien, il a donné 2-3 coups, il y a eu cette tentative de passer par-dessus. Voilà, c'est plutôt des intentions que des vrais actes. Voilà, donc pour lui, effectivement, pour Conor, non, ça me dérange pas non plus qu'il ait pris 50 000. Et puis il s'est fait défoncer pendant le combat à un moment donné. Laissez-le tranquille. ça, c'est vrai que ça rentre pas en ligne de compte, mais je suis d'accord. Mais voilà, donc pour Conor, c'est tout à fait normal aussi, même s'il n'a rien fait, entre guillemets, c'est normal qu'il se prenne cette amende, on est d'accord aussi. Donc tous ceux qui nous disent qu'on est des pompeurs de Conor, non, on essaie d'être assez objectif par rapport à ça. Ouais, mais vous sucez John Jones. Bah ouais, ok. Il y a quoi? Mais donc voilà, et juste, je voudrais mettre le stress sur un truc que t'as dit, et on le répète, mais vraiment pour faire passer notre point. Ce sont deux affaires différentes, New York et Nevada. C'est-à-dire que si jamais vous nous dites dans les commentaires, oui, mais c'est Conor qui était à l'initiative de Khabib qui saute dans la foule, donc est-ce que lui n'aurait pas dû prendre... Oui, mais du point de vue du Nevada et de la commission et des tribunaux new-yorkais, ils peuvent pas voir la totalité en fait. Eux, ils ne voient que ce que eux avaient dans leur juridiction. Donc eux ne peuvent le juger que selon les morceaux de l'affaire par lesquels ils étaient concernés. Donc il y a vraiment deux affaires bien séparées. Voilà. Et donc Khabib s'est fait punir pour ce qu'il a fait à Las Vegas. Ouais, donc finalement oui, c'est vrai, McGregor, ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé, notre cher Conor qui prend 50 000 6 mois, qui peut potentiellement revenir à partir d'avril, mais finalement ce serait plutôt fin printemps-été pour lui, pour son grand retour. Est-ce que ça change beaucoup de choses pour la division lightweight, mon cher? Parce que peut-être que Dana White là se dit, si je me mettais une petite ceinture intérimaire comme ça en scred, comme tout le monde les aime, faisons leur plaisir. Moi je suis à sa place, c'est ce que je fais. De mettre une ceinture intérimaire? Ouais. Et je fais Conor Poirier pour la ceinture intérimaire, tu vois. Ouais, mais là je crois que c'est comme disait Joueur du Grenier à propos des niveaux dans les égouts. À un moment donné, ils en font tout le temps, tous les développeurs en font, en sachant que ça n'intéresse personne. À un moment donné, pour moi c'est pareil, les ceintures intérimaires, il va falloir que ça s'arrête parce qu'on en fait tout le temps, ça n'intéresse personne. À quel moment est-ce que l'UFC va arrêter l'hémorragie? Parce que c'est clair et évident que ça fait perdre toute crédibilité aux ceintures. Ouais, mais s'ils te font ça en mode scred, comme ce qui s'était passé quand il y avait eu Eddie Alvarez-McGregor, où dans le sens, le grand public ne sait pas qui est Eddie Alvarez. Et là, ils te font ça à la Conor-Eddie Alvarez pour le titre. Ils mettent vite fait intérimaire, tu vois. En tout petit. Voilà, en tout petit, mais tu te dis, ah ok, Conor revient pour le titre contre quelqu'un qui est quasiment aussi bien classé que lui, sinon même mieux. Aujourd'hui, je sais pas, peut-être qu'il est toujours devant McGregor. Mais enfin bref, un mec qui est bien classé, et les gens se disent, ah ok, c'est pour la ceinture. Parce qu'après, oui, il pourrait y avoir le combat contre Ferguson ou contre Max Holloway, qui pour ma part me plairait vraiment beaucoup, mais c'est vrai que... Mais d'autant plus que... Ça fait un peu moins sens sportivement. Moi, je vais le garder parce que sinon ça va dézoomer à chaque fois. Mais d'autant plus que... Alors, je sais plus exactement quelles sont les conditions, mais je crois que c'est à partir d'1 an que l'UFC peut te destituer de sa ceinture.
Oui, exactement. C'est ça. Ils n'auraient pas intérêt à le faire parce que sinon ils se prennent la diasirae des fans. Ouais. Mais ils pourraient, s'ils le voulaient, complètement et totalement et simplement destituer Khabib. Ouais, ils pourraient faire ça aussi. Je pense pas. Je pense pas. Oui, en plus de ça, Khabib, du coup, il reviendrait en octobre prochain parce que t'as dit au mieux juillet, mais on sait que de toute façon il y a le Ramadan. Donc c'est rappelé. Alors Ramadan plus, il veut faire front avec ses amis qui eux ont un an. Non, mais ce sera pas octobre, ce sera donc en plus s'il peut revenir au mieux en octobre. On sait qu'octobre généralement l'UFC c'est pas là qu'ils font leurs énormes pay-per-view. C'était exceptionnel parce qu'il y avait Khabib Nurmagomedov. Donc pour le retour du champion, ce sera MSG Madison Square Garden, novembre 2019. Et on y sera. Voilà, là c'est dit. Donc voilà, ce sera novembre. Donc vraisemblablement pour sa défense de ceinture et pour McGregor. Donc nous on avait fait une vidéo il y a quelques semaines où on parlait de l'UFC 236 qui doit être énormissime. C'était le plan initial de l'UFC et là tout part à volo. Puisque Khabib est suspendu, McGregor peut revenir de suspension. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir ça potentiellement un retour de McGregor si l'UFC arrive à être suffisamment habile niveau négociation. Mais je pense que du coup, avec cette suspension de Khabib et le souhait de sa part de dire je suis out pendant 1 an par solidarité avec mes 2 coéquipiers, je pense en fait que... Ah oui, on n'a pas parlé de la suspension des 2 coéquipiers parce que je trouve ça juste. Moi je trouve ça complètement juste. Parce que les mecs étaient complètement dehors de l'histoire. Ouais. Ils sont rentrés dans la cage. À un moment donné, tu peux pas cautionner la fête du slip. Exactement. Et non seulement tu peux pas cautionner ce genre de choses, mais en plus donc, ils sont rentrés dans la cage. Le mec était donc... il venait de faire un combat et de se faire poncer la tronche par leur ami. Donc déjà le mec, il y a un côté... c'est dangereux quoi. Le mec il a pas toute sa tête, il vient d'être mis quasiment KO, il se fait éclater la mâchoire en 9 et t'arrives et tu lui mets une putain de tatane par derrière qui plus est, tu vois. C'est clair. Donc là pour moi c'est vraiment grave aussi et c'est mérité de mettre 1 an de suspension largement. Eh bien pour revenir alors au plan UFC 236 out, ce ne sera pas vraisemblablement une grosse carte sauf si à McGregor et je pense que du coup pareil le combat McGregor-Cowboy a pris un petit peu du plomb dans l'aile avec ça parce que je pense que ça faisait sens. Sans cette urgence et sans ce côté, le patron, l'ogre de la catégorie lightweight est out. Parce que même là, pour moi, ça rabat tout. Parce que qu'est-ce que tu fais de Tony Ferguson ? Qu'est-ce que tu vas pas les laisser ? Tu vas pas laisser les mecs out jusqu'en novembre, quoi. C'est le bordel. Hein. C'est ça. Non, c'est vraiment le bordel. Là. Parce que même Dustin... Enfin, tu sais pas quoi faire. Moi, quelque part, tu peux faire un Dustin Poirier. Si c'est un peu chaud, tu fais Dustin Poirier, Kevin Lee. Si tu veux faire plaisir aux fans, tu fais Max Holloway contre Tony Ferguson en mode l'accueil et McGregor, si McGregor veut encore vraiment de la thune, tu fais McGregor JSP, tu vois. Putain, ça fait pas mal quand même. Voilà. Si tu veux vraiment faire du bif, mais si tu veux pas faire du bif et être en mode, faut faire une ceinture intérimaire où faut que la catégorie vive, t'es obligé de sacrifier un mec. Mais McGregor, faut qu'il gagne aussi. Ouais, à un moment donné. Mais là où c'est quand même, là où c'est chiant quand même, c'est que là, vu le bordel que c'est, et que du coup, Khabib sera out 1 an, et que machin... Et Loïc a raison, c'est le bordel. Ah bah oui, alors là, Loïc, c'est la vérité. Mais du coup, là, ce serait pile le genre de situation où c'est vraiment, comme tu disais, la fête du slip, où une ceinture intérimaire serait vraiment judicieuse à un moment donné. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est horrible, c'est que d'accord. Ils en donnent trop, c'est ça le problème. Mon seul argument qui fait que je n'en veux pas, c'est qu'on en a déjà eu 19 l'année dernière, et c'est con parce que là, ce serait vraiment indiqué pour débloquer le bouchon de la catégorie. Et ce serait génial en plus qu'elle appartienne à Tony Ferguson. Ah ouais. Mais il a déjà eu après la ceinture intérieure. Exactement. Mais la vraie ceinture, ou qui récupère, mais surtout la nouvelle. Oui, c'est vrai. Qui récupère la nouvelle ceinture. Enfin bref. Voilà, donc je pense qu'on a tout dit sur les suspensions. On peut peut-être passer aux essieux. Bon, allez. Elle était pas mal. Non, elle était pas mal. Mais c'était pas drôle. Elle était pas mal, allez. Ah, c'est fini, on va finir sur ça hein. On va finir sur ça ? Non, on parle peut-être du Bellator. Ah oui, parce que... Non, là... Allez, on parle du Bellator. Bellator 214. On avait fait les pronos. Vous êtes vraiment des merdes en prono, alors les cocos. Qu'est-ce qui pue la merde en prono ? Donc Fedor, on avait dit qu'il allait se faire doser, mais il s'est fait doser plus rapidement que prévu. Alors qu'on aime Fedor, oui, c'est ça aussi. Enfin, clairement, on essaie, en fait, à chaque fois qu'on fait des podcasts ou des previews ou des pronostics, on essaie d'être objectif. Donc à savoir objectif, on parle des forces, des faiblesses des mecs, de leur âge, de leur mile age, donc à savoir de leur expérience de combat, des guerres que les mecs ont connues ou pas. Et donc Fedor, on a beau être extrêmement fan, le gars quand même 42 piges,
des années de Pride, et quand on disait qu'il allait se faire doser, on voulait pas qu'il se fasse doser. D'ailleurs, je pense que n'importe quel fan de MMA, quand il voit Fedor combattre, ou comme quand on va faire la preview d'Anderson Silva Israël Adesanya, on ne veut pas qu'Anderson Silva se fasse doser, sauf que si on est un petit peu objectif, entre un mec qui est dans son prime et un gars qui est rincé, bah on est obligé de dire que le mec dans son prime a plutôt plus de chances de oui, c'est, à un moment donné, l'affect ne doit pas entrer en jeu. Voilà. Et quand même, juste pour qu'on vous dise, et Polydomso, s'il était là, dire la même chose. C'était toujours de ce monde. Parce que oui, on ne sommes pas en concubinage avec Polydomso. Bah non, oui. C'est juste que y a des histoires de distance et de localisation qui sont pas pratiques. Exactement. Donc Polydomso, s'il était avec nous, nous dirait, je pense, la même chose, parce que on a découvert le MMA un petit peu en même temps, pour la petite histoire, avec Polydomso. On a découvert par Fedor, en fait. On a découvert par le Pride, les débuts un peu, genre Cheikh Congo à l'UFC, donc la période Crocop, Cheikh Congo, quand il s'était combattu, etc. Donc on est vraiment amoureux du MMA depuis l'époque de ces légendes. C'est eux qui nous ont façonné l'amour du sport, celui qu'on a actuellement. C'est des légendes de base. Ce sont des légendes. Tu peux que respecter, de toute façon. Tu peux que respecter. À part les mecs comme Tito Ortiz, bon, tu peux te dire éventuellement. Et encore, c'est une légende. Moi, je considère que c'est une légende, Tito Ortiz. Oui, non, c'est une légende, mais il y a le côté Tito dans la cage et Tito hors de la cage, tu vois. Bref. Mais donc Fedor. voilà, Fedor, effectivement. Qui a perdu beaucoup plus rapidement que prévu. Alors voilà, donc en revanche, il faut qu'on soit aussi autocritique. C'est vrai que ce qu'on n'avait pas vu venir, on pensait que s'il y avait un one punch knockout, ce serait de Fedor contre Ryan Bader. Ce que tout le monde pensait d'ailleurs en commentaire. Ce que tout le monde pensait, voilà, qu'on remette les cartes correctement. Et finalement, ça a été l'inverse. Ouais. C'est donc Ryan Bader qui a surpris tout le monde et décidément qui est vraiment sur une pente ascendante, mais vraiment incroyable. Ouais. C'est que c'est lui, d'ailleurs, le mouvement était superbe, c'est-à-dire que c'est pas un jab, c'est un crochet un petit peu lointain. Il déplace parfaitement la tête de la centerline, comme on dit en anglais. Le mouvement est absolument parfait. Même de la part de Bader, parce que c'est moi aussi. Mais moi, c'est de Bader que je. Oui, c'est pour ça. Oui, moi aussi. Ouais. Mais je veux dire, de la part de. Ah oui, de la part de. Oui, c'est exactement. C'est-à-dire qu'il est vraiment encore en train d'améliorer son skill set et sa palette. Et là, le mouvement est absolument extraordinaire. C'est pas du moment de Fedor. Magnifique, il se le prend, mais oh là. Quand il tombe comme ça, la tête qui touche là, extraordinaire. Non, t'imagines le glauque. Ouais. Non, c'était. Donc voilà. Bader, c'est sublime ce qu'il a fait, c'est sur un mouvement, c'est compliqué à voir venir en plus parce qu'on en discutait juste avant, au niveau vraiment purement technico-tactique. C'est un mouvement un peu comme le casting punch de Sambo où tu fais d'abord partir le corps et ensuite tu fais un crochet avec le bras. Le cerveau a du mal à voir venir la chose et à comprendre le timing du mouvement. En plus, il se baisse parfaitement, donc c'est difficile à contrer, à part avec un genou, mais à cette distance, c'est un peu complexe. Donc vraiment, on insiste, c'est superbe ce qu'a fait Bader. Ouais. Donc, respect à lui, il est vraisemblablement, du coup maintenant il est double champion, heavyweight et light heavyweight du Bellator. Donc lui, on a hâte de voir comment il progresse, parce qu'il est encore en train de progresser. Ouais. Et pour ce qui est de Fedor... retraite. Ce serait le bon moment, voilà. S'il avait gagné, on l'avait dit en plus dans le podcast précédent, même s'il gagnait, c'est parfait moment pour la retraite, mais s'il perd, et particulièrement comme ça... Non, c'est triste. Il l'a dit... Tout est aligné, c'est-à-dire qu'il l'avait dit avant, je pense de plus en plus à la retraite, il se prend un stop, là tu peux pas te prendre un plus gros stop que ça. Ouais. Donc parce que là, ça a vraiment ce côté aussi, ton corps dit stop aussi. Ouais. Enfin. Non, il y avait une mouche là, excuse-moi, et j'étais prêt à... Je l'aurais eu. Bref, terminé. Et ensuite, Aaron Pico, un certain qu'on dit, ouais, la sueur, vous pouvez la merde niveau prono. Les gars, Aaron Pico gagnait le combat jusqu'à ce qu'il le perde. Il a mis knockdown le gars, il a été beaucoup trop fougueux. Et puis même un but lui-même. J'ai presque envie de dire ça. Un but, mais peut-être aussi, c'est son inexpérience qui le rattrape. Exactement. Et c'est ça le problème, c'est que voilà. Et son côté Showtime aussi. On en avait parlé avec. C'est exactement ce qu'on avait dit avec Borrachnia, le côté trop joueur. Et puis là, c'est ce qu'on a vu aussi. Ouais. Alors, il y a le côté trop joueur. Et on n'a pas encore... Le menton de Borrachnia n'a pas encore été vraiment testé énormément. Là, maintenant, on a quand même quelques réponses. Alors, certes, le coup de Corrales est puissant, c'est clair. Henry. Ouais. Mais les lumières s'éteignent direct, et ça me fait un petit peu peur, je dois avouer. Ce menton me fait un petit peu peur pour l'instant, à voir comment ça se passe. Mais voilà. Après, il a quand même la bouche ouverte, c'est n'importe quoi. Enfin, en soi, quand il se le prend... Non, c'est... Comme si moi, je te fais ça de dos. C'est n'importe quoi. Non, c'est vrai. C'est n'importe quoi, c'est honteux. Mais voilà, c'est vrai que pour en venir du coup à Pico, alors bon, on va pas non plus jeter des fleurs. C'est vrai qu'il y a des pronos où on se foire complètement. Pour celui-là, on s'est foiré. Mais néanmoins, voilà, il y a quand même...
il le gagnait le combat. Oui, il était au-dessus techniquement. Et il le gagnait bien. Et il le gagnait bien, il était au-dessus techniquement. Il avait mis le dernier clou sur le cercueil dans sa domination qui était le knockdown. Ouais. Et à partir de ça, normalement, tu es censé le finir. Sauf que Corrales est quand même un gros joueur, on l'avait dit aussi en preview. Et du coup, voilà, il est expérimenté, Corrales. Il a réussi à se relever. Il a fait un peu de dirty boxing, etc. Et Pico s'est rué dedans pour le finir. Et le problème, c'est que c'était la pire des décisions possibles que d'essayer de terminer un mec en dirty boxing, en clinch, où t'es en mode, tu sais, un peu Don Fry contre le chinois dont j'ai oublié le nom, là, il s'était mis sur un coin du ring et boum, boum, boum. Je sais plus comment s'appelle le gars, mais voilà. Et c'était ça, c'est vraiment, au niveau stratégique, légendaire. Ouais. C'est la pire des décisions qu'il aurait pu prendre. Il est expérimenté, c'est pour ça. Ça rappelle un peu, tu sais, Matt Serra, Georges Saint-Pierre, premier du nom, parce qu'il est jeune, parce qu'il a envie de faire le show, il a envie de finir le mec absolument, de lui faire mal. Mais là, c'est compliqué. En fait, moi, j'ai du mal à excuser. Et je ne m'excuserai pas. Mais ce que je trouve terrible avec Juan Pico, c'est que là, en fait, c'est un nouveau coup d'arrêt pour une carrière qui devrait être lancée parce que ce coup d'arrêt, il l'a déjà eu lors de son premier combat. Ouais, je suis d'accord. Et ce qui est terrible, c'est que là, donc, il est à son 6e combat, 2 défaites par finish, contre des gars qui sont à chaque fois certes plus expérimentés que lui, mais qui ne sont pas des noms, contrairement à Georges Saint-Pierre. Ouais. Et ce côté, on en parlait juste avant, Aaron Pico, on en parle tout le temps. Pourquoi ? Parce que c'est pas une attraction comme Brock Lesnar. Aaron Pico, c'est censé devenir le GOAT. Il le dit déjà. Lui, la prochaine étape après ça, c'était le title shot. Le title shot. Et ensuite l'UFC. Le gars est censé être champion, on le disait aussi, potentiellement équipe olympique de lutte et pro en boxe. Sauf qu'il ne se sert pas du tout de sa lutte. Et c'est terrible parce qu'on a quelqu'un, t'en parlais, c'est le mec a certes que 22 ans, mais il y a déjà ce côté peut-être qu'il passe à côté de quelque chose, en ayant l'opportunité de ne pas se prendre des dommages, parce qu'au bout d'un moment, ces KO, tu les payes. Hein. Bah, tu les payes, des KO comme cela, c'est flippant. C'est flippant parce que là, c'est lights out direct, et à 22 ans, on le répète encore, ça fait vraiment peur. Et alors voilà, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est presque frustrant en fait, parce que tu te dis, bon... Et c'est toi qui me disais ça, il a envie d'être le Mike Tyson, c'est ce qu'il disait lui-même, grosso modo, du MMA. Il a envie de faire le show, il a envie... Alors, il y a toute une logique marchande aussi, parce qu'il sait que ça vend plus, il sait que les gens le reconnaîtront plus, et il a raison sur les combats qu'il a gagnés, où il met que des KO au corps, au machin, c'est ce qui fait le buzz. Mais à trop vouloir s'enfermer dans ça, il en perd un petit peu ce qui aurait pu faire sa grandeur déjà maintenant, qui est ses forces principales, donc sa lutte, qu'il aurait pu gérer le combat, parce que s'il gère les transitions, on le répète encore une fois, il gère le combat, il aurait pu le gérer beaucoup mieux, et détruire des gars faciles, mais tellement faciles en utilisant sa lutte. Et puis t'as le côté aura aussi, parce que par exemple un mec comme GSP, exactement, c'est pas spécialement spectaculaire quand il était à la fin de son run, tu vois, où il y avait toutes ces éditions, mais t'as ce côté, bah tu sais que le gars, tu vas t'en prendre plein la gueule pendant 5 rounds, tu vois. Et là, si t'es un mec qui va le combattre, tu te dis, bah il est joueur, tu vois. Il est prenable. Voilà, oui, il est prenable, c'est ça. Et c'est ça qui est vraiment chiant, tu vois, et je suis à 100% d'accord avec toi sur l'aura. C'est aussi que maintenant, il a été mis KO, il a été soumis au premier combat, je crois, après un knockdown. Il n'y a pas ce côté Khabib maintenant, même s'il y a eu le Arlia Quinta qui lui a mis Michael Johnson, qui l'a touché. Lol. Il a encore, vraiment lol quoi. Il a encore une aura qui est presque divine. Et c'est pas spectaculaire, mais oh le lapsus. le lapsus. On est fini. Non mais voilà, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu sais que c'est pas spectaculaire, mais n'importe quel gars, on te dit t'as Khabib, tu vas combattre Khabib, tu fais tu lâches la petite larme et le paix, tu vois. Exactement. Comme tu disais la dernière fois. Alors que voilà, très important. Alors que là, effectivement, maintenant, quelqu'un qui se dit je vais prendre Aaron Pico. Oui. Ah, ok. Pico Grams, c'est un peu ce que tu te dis. Et tu te dis, bon, il est jeune, il est extrêmement talentueux. Dans 10 piges, on se souviendra probablement de lui et pas de moi. Mais n'empêche que je peux m'en sortir. Yes. J'ai des manières de m'en sortir. Je peux jouer sur son inexpérience, sur son mental, pas le côté mental dans le sens dur au mal, je peux m'entraîner, etc. Son mental dans le sens psychologique plutôt. Il est prenable psychologiquement parce qu'il peut être déstabilisé et amené dans des pièges tendus si le mec fait semblant de... Ça c'est déjà fait en plus. Le mec fait semblant d'être un peu blessé. Oui, c'était magique. Et
Donc voilà, il est maintenant prenable. Il n'y aura pas cette aura d'invincibilité qu'aura eu Fedor, qu'aura eu Khabib. Après, ce qui est rassurant, c'est voilà, il a 22 ans, il peut changer complètement, et si ça se trouve, dans 2 ans, on en reparle, le mec est sur une série de 5 victoires. Et alors c'est ça. C'est possible. Si là, à partir de maintenant, et il a l'air de se le dire, parce que dans la conférence il nous de reste exactement 20 secondes. Dans la conférence post-combat, il a dit qu'il allait beaucoup plus utiliser sa lutte, parce que sinon, il s'en sortirait pas. Bien, ce n'est donc pas le DCU, il y a de l'espoir. Qu'est-ce que t'allais faire? Je sais pas. Soit. Oh là 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 là, putain, mais on va rendre.